aux États qui continueraient de commercer avec l'Iran. Donc après avoir déchiré le traité sur le nucléaire, les États-Unis menacent de sanctions. L'Union européenne pourrait-elle s'opposer à ce diktat américain? En a-t-elle la volonté? En a-t-elle les moyens? Ce n'est pas évident. Je vous propose d'abord d'écouter peut-être Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il était à Bercy cet après-midi. Il a fait un point de la situation justement avec les grandes entreprises françaises. On l'écoute et puis on en parle. Nous sommes avec Jean-Yves Le Drian, sous l'autorité du président de la République, totalement déterminés à faire respecter nos intérêts économiques et également à faire respecter un principe qui est le refus des sanctions extraterritoriales. Et je souhaite avoir avec mon homologue allemand et mon homologue britannique des démarches conjointes auprès des autorités américaines pour demander des exemptions, des délais supplémentaires ou le respect des contrats qui ont été conclus de bonne foi par nos entreprises en Iran. Alors, il y a quelque chose qui me frappe en écoutant Bruno Le Maire, c'est qu'à la fois, au début, c'est assez ferme, le refus des sanctions extraterritoriales, puis après, il commence déjà un petit peu à dire oui, alors on pourrait demander des exemptions, des délais supplémentaires, tout ça en 2 phrases. Marc. Vous croyez que Donald Trump il va être effrayé ou inquiété par Bruno Le Maire à Bercy avec Le Drian à côté? J'en doute. J'en doute. Ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur, surtout que Trump, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il est trop hégémonique? Oui, probablement, mais il a les moyens de son ambition. Je veux dire, il pèse le plus dans le monde, économiquement, militairement. Il est capable d'imposer, de déchirer des traités. Le seul qui est capable de déchirer des traités internationaux, ça fait partie d'une stratégie très claire et à la limite, je veux dire, très affirmée par le président américain, qui veut un tête-à-tête avec la Chine. Il considère que l'Europe n'existe plus, donc c'est persona non grata, il s'en fout. Et donc, du coup, son tête-à-tête avec la Chine se passe d'Europe à un moment où, justement, l'Europe est engluée dans ses contradictions, en contradictions et problèmes politiques en Italie et en Allemagne, que l'axe franco-allemand a du mal à subsister, notamment dans sa vision de vouloir refonder la zone euro. Il faut savoir quand même, il faut se rappeler qu'au moment où Trump fait son espèce d'OPA de guerre commerciale, la France et l'Allemagne essayent de se mettre d'accord sur une refonte de la zone euro. Ils doivent proposer des axes de réforme sur l'union bancaire, sur la convergence des politiques fiscales pour le 26 juin. Et si on passe cette date, c'est mort. Il n'y aura pas de réforme de la zone euro. Et donc, Donald Trump choisit parfaitement son moment pour mettre la pression sur l'Europe, qui n'est absolument pas en capacité de pouvoir réagir et de dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension... Yael Gozoué, allez-y, et puis après, je parle sous le contrôle de Marc, qui connaît mieux ces questions-là que moi, mais lors du dernier forum de Davos, je crois que le patron de Total est allé voir Trump lui-même pour lui demander la permission de travailler avec l'Iran. C'est-à-dire que les grandes entreprises privées qui ont leur siège social en France ou en Europe, considèrent que l'interlocuteur n'est pas l'Europe, n'est pas le niveau européen, c'est d'avoir l'accord directement du grand Manitou américain. Donc, si vous voulez, vous avez une souveraineté de l'entreprise privée, coordonnée ou pas avec les États-Unis, mais ça passe par-dessus la tête des Européens. Et des règles commerciales. Et des règles commerciales. Et les grandes entreprises n'ont pas forcément envie de se priver du marché américain pour continuer à commercer avec l'Iran. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on réalise, parce que les États-Unis sortent de l'accord avec l'Iran, qu'effectivement il y a un pouvoir de sanction, mais les sanctions de façon américaine continuaient déjà à exister sur la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que d'ores et déjà, et ça a été rappelé, je crois, il y a une quinzaine de jours, quand on a commencé à parler de ça, les investissements attendus par l'Iran de l'accord avec l'Union européenne et les États-Unis n'étaient pas du tout au niveau, parce que les banques européennes n'osaient pas financer des projets en Iran de crainte de sanctions extraterritoriales liées à la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que même quand les États-Unis, quand Trump était dans l'accord avec l'Iran, de toute façon, il y avait une possibilité de sanctions qui planait au-dessus de la tête des entreprises. C'est pour ça que Total va demander à Davos l'accord, parce que de toute façon, pour avoir un financement, il fallait avoir l'accord américain. Oui. Donc de toute façon, on s'aperçoit de la situation, mais elle existait déjà. Et elle va empirer, mais elle existait déjà. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que comment croire que Bruno Le Maire va faire quelque chose quand de toute façon, on était déjà dans cette situation.
Et on le rappelle, BNP Paribas condamné à 9 9 milliards de dollars d'amende il y a 4 ans. Il y a 3 ans, ouais. Je veux bien que la régie vienne un instant, parce que sinon je ne pourrais plus prendre les questions des internautes. Ma tablette a lâché en pleine émission, donc si on peut éventuellement... ça, c'est un coup de Donald Trump encore. Yvan. Oui, je pense que ce qui est intéressant, parce que ce qui me saute aux yeux, c'est que Trump, dans le fond, est devenu le révélateur de ce qu'est l'Europe. Elle est devenue le révélateur de ce qu'est l'Europe. D'abord, dans la naïveté que l'Europe a eue à avaliser l'accord passé par Obama avec l'Iran, parce que même les autorités françaises reconnaissent malgré tout, aujourd'hui, même s'ils déplorent l'attitude de Trump, reconnaissent que cet accord n'était pas fini, enfin, qui n'était pas abouti. Méritait peut-être des... Et donc, on aurait quand même pu s'en apercevoir avant, et c'est Trump, malgré tout, qui met le doigt sur ceci. Et puis surtout, en effet, Trump met l'accent sur la grande faiblesse de l'Europe qui n'arrive pas à contrer les règles de l'extraterritorialité qui accordent en effet la priorité à la justice américaine dans des contrats qui sont signés en dollars. Or, tous les contrats sont signés en dollars selon des conventions qui remontent à Mathusalem. Et donc, ce qui est désolant, c'est de voir en effet que les agitations des Européens ne serviront à rien, sinon qu'à peut-être prendre un peu plus de distance avec les États-Unis. Mais est-ce bien aujourd'hui l'intérêt de l'Europe que de se couper avec cet allié-là, sachant qu'il y a un autre allié qui regarde l'Europe avec intérêt, ce sont les Russes? Est-ce qu'il faut mieux aller avec les Russes ou avec les États-Unis? Je crains malgré tout que l'Europe n'aille à Canossa assez vite. Alors, puisque Benjamin Bazin est intervenu promptement pour réparer la tablette, je vous donne quelques questions des internautes. Celle de Benjamin Ben Saïd: faire commerce avec un État qui veut rayer un autre pays par l'arme nucléaire, c'est comme si on faisait du commerce avec la Corée du Nord. Donc l'Iran qui l'a en ligne de mire. Whitestone: l'Union européenne n'a aucun pouvoir et n'a aucun impact économique. Les sociétés françaises ou de l'Union européenne qui ne respectent pas se prennent de belles sanctions des États-Unis. On l'a rappelé avec BNP Paribas. Et Claude Richard qui dit: on a des modérés à la tête de l'Iran. Il faut continuer à les aider. Alors, oui. On termine sur ce point, parce que je voudrais qu'on ait un peu de temps pour le dernier sujet. Très rapidement, il faut aussi que les Européens puissent raisonner à moyen terme. Donald Trump ne sera peut-être pas éternel. Et quand on regarde sa cote de popularité aux États-Unis, qui n'a jamais réellement décollé depuis son élection étriquée à la présidence à la Maison-Blanche, on est à mid-term. Il y a aussi peut-être une autre administration qui va se mettre en place. Est-ce que les républicains seront les mêmes s'ils gagnent? Est-ce que ce sont les démocrates qui auront la victoire en 2020? Toutes ces questions-là vont se poser. Donc ce que l'on vit actuellement, cette parenthèse isolationniste, elle est peut-être qu'une parenthèse justement, et les Européens peuvent peut-être réfléchir et essayer de construire, et voir le coup d'après, avec une opinion américaine qui est globalement rétive à Donald Trump, sauf chez les Américains blancs non diplômés, et avec un Congrès qui ne pense pas forcément comme Trump tous les jours. Et en plus, il ne faut pas oublier que non seulement Trump impose sa vision du monde à l'ensemble du reste des pays et aux entreprises du monde entier sur les questions par rapport à l'Iran, mais aussi il a fixé un ultimatum à l'Europe par rapport à la guerre commerciale qu'il lui livre et qu'il veut se livrer. C'est-à-dire qu'en même temps que l'Europe doit se défendre doit défendre ses entreprises qui pourraient avoir des visées commerciales en Iran, elles doivent se protéger elles-mêmes par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et notamment, un truc tout bête, je veux dire, pourquoi Trump fait ça? Parce qu'il veut se faire les BM, les Mercedes et autres voitures allemandes qui sont sur le sol américain, au motif que les droits de douane, et c'est vrai, les droits de douane d'importation de voitures américaines en Europe sont plus élevés que les droits de douane des voitures européennes aux États-Unis. Donc, quelque part, et ça c'est quelqu'un de très haut placé au gouvernement qui le dit, il n'est pas totalement illégitime de la part de Donald Trump de demander à réviser ceci alors qu'il bénéficie de conditions commerciales qui sont moins avantageuses que celles que lui nous fait bénéficier quand on va chez lui. Donc, d'un autre côté, il est aussi en position de force avec ceci, parce que ça n'avait jamais été critiqué. Je ne connaissais pas votre talent d'avocat de Donald Trump, Marc Landré. Non. Le protectionnisme européen. Alors que c'est une demande des peuples européens. N'existe pas. Alors que Donald Trump, lui, le fait, ce protectionnisme américain, et à la demande de son peuple. C'est pour ça que je pense qu'il est moins faible que vous le dites, dans la mesure où il accompagne un mouvement historique qui se voit en Europe et ailleurs dans le protectionnisme et dans le renouveau des nations. Non, moi, juste une chose, il n'est pas isolationniste, il est interventionniste et isolationniste à la fois. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est juste une question de catégorie. Il n'est pas isolationniste. Il est à la fois interventionniste et isolationniste. Il joue sur les deux. Il joue sur les deux. Et il est stratège économique, ce que n'ont jamais été ses prédécesseurs. Alors on va revenir en France, si vous le voulez bien. Pour un abruti. Personne ne dit qu'il est un abruti. Ah, mais si, ça a été beaucoup dit au début. Pas par moi, mais. Les imams. On revient en France. On revient en France avec le Ramadan. Le Ramadan avec ses imams étrangers, quelques 300 imams, dont une centaine d'Algériens, mais aussi des Marocains et des Turcs, qui arrivent ces jours-ci, avec pour
pour mission d'animer les prières et parfois des prêches pendant ce mois. On vous a posé la question via le Figaro.fr. Vous êtes 95% à désapprouver cette venue. Alors, une question, Yvan Rioufol, ça se pratique, je ne le savais pas d'ailleurs, mais ça se pratique en fait depuis des décennies, cette venue au moment du ramadan d'imams étrangers. C'est sous le contrôle du Quai d'Orsay. Pourquoi tant de polémique aujourd'hui ? Peut-être parce que jusqu'alors on feignait de ne rien voir et qu'aujourd'hui la question de l'islam devient de plus en plus urgente, prégnante dans les débats publics, et l'on s'aperçoit en effet qu'il y a quand même, avec cette illustration-là, une situation tout à fait anormale de voir que ce sont des pays étrangers qui peuvent influer sur une doctrine qui est une doctrine qui peut poser problème au cœur même de la société française, parce que c'est de ceci dont on parle aussi, de savoir si l'islam tel qu'il est pratiqué comme religion ne pose pas de problème, mais l'islam tel qu'il est envisagé comme politique et comme doctrine pose des problèmes évidents. C'est une hypothèse. On parle d'imams qui vont venir du Coran parce qu'il n'y a pas assez justement de clergé musulman en France. On sait bien à travers avec des accords bilatéraux, des visas qui sont octroyés par la France entre l'Algérie et la France et entre le Maroc et la France. C'est pas non plus des gens qui viennent par le col de l'échelle. Que les méthodes de prosélytisme se font à travers les mosquées. Alors on peut ne rien vouloir voir, mais on peut aussi s'en inquiéter. Et moi je pense